Quelles solutions? Eh bien, nous allons voir justement un panorama de solutions qui sont à la fois concrètes et désirables, des exemples de production de logements en renouvellement urbain, tout en renforçant les centralités. J'invite les participants qui vont suivre à prendre place sur le plateau ici. Floriane Magadou, qui est architecte urbaniste au CUE. Michel Cotten, le maire de Tours, qui est aussi vice-président de Concarneau-Cornouailles Agglomération, qui est chargé de l'aménagement à l'agglo. Marc Andreau, que nous avons vu tout à l'heure, qui intervient cette fois, comme il le soulignait, en tant que président de l'OPAC de Cornouailles. Et nous avons en visioconférence Denis Carrère du bureau d'études Ville Vivante qui interviendra tout à l'heure. Floriane Magadou, nous commençons avec vous. Je vous invite à prendre le micro. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une exposition qui est présentée ici donc à Douarnenez avec une exposition et des maquettes, la leçon des villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc c'est l'exposition qui est présentée actuellement dans le hall que j'espère vous avez pu parcourir un petit peu avant le début de cette conférence. Et donc dans l'idée de parler en fait justement de frugalité, de sobriété foncière, on souhaitait, avant de se tourner vers l'avenir, regarder un petit peu dans le rétroviseur et voir ce qui s'était fait avant. Puisque le constat qu'on fait, nous, au CUE, quand on parcourt le Finistère, c'est qu'il existe déjà des formes urbaines pertinentes, il existe déjà des manières d'urbaniser qui correspondent aux objectifs actuels de densité assez forte, de préservation d'espaces naturels. Ce sont des opérations qui sont toutes situées soit en cœur de bourg, en cœur de ville, ou bien dans des hameaux. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer et de dire qu'on sait déjà faire. Il y a déjà des choses intéressantes et on peut s'en inspirer pour nos projets de demain. Donc l'idée, c'est pas de dire on refait comme avant et on retourne au 19e siècle, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de prendre les bons exemples et de les adapter à nos modes de vie actuels. Et puis on voit que ce sont des opérations qui ont des formes différentes, il n'y a pas un modèle unique. Oui, c'est ça aussi l'intérêt de notre département, c'est qu'on a eu une manière d'urbaniser qui s'est fait avec des formes très différentes selon les secteurs. Évidemment, entre l'influence de la côte, les terres, le nord, le sud, on a des typologies, des morphologies qui sont très différentes, qui sont adaptées au contexte. Et c'est ça aussi qu'on a voulu faire ressortir dans l'exposition. Alors, un petit rappel sur le rôle du CUE dans l'accompagnement des collectivités, alors, je ne sais pas s'il faut dire frugalité, sobriété, zéro artificialisation nette. On va dire tout ça à la fois. Que faites-vous? Que proposez-vous? Alors, nous sommes une structure associative qui dépend du conseil départemental et nous avons un ensemble de missions qui sont la formation, l'information, la sensibilisation, le conseil. Et 80% de notre temps, on va dire, est tourné vers donc, le conseil aux collectivités. Le conseil aux collectivités, c'est vraiment vous accompagner, vous, élus, dans toutes vos démarches de projets de construction, de rénovation, de création de quartiers, d'aménagement d'espaces publics, d'aménagement d'espaces verts, et le plus possible en amont. Donc nous, on n'est pas là en fait pour prendre la place de l'architecte ou de l'urbaniste qui va derrière vraiment vous concevoir le projet, mais on est là au début de votre réflexion pour éventuellement tester une faisabilité, évaluer le coût de travaux, le coût d'investissement que vous allez devoir mettre dans votre projet, vous tracer les grandes lignes des contraintes, des enjeux, des objectifs, pour que vraiment, en fait, vous puissiez définir au mieux votre projet et ensuite lancer la commande la plus pertinente possible vis-à-vis des professionnels. Donc, avant même de contacter l'urbaniste, le paysagiste, il vaut mieux vous solliciter, donc très en amont, ce que vous disiez. Voilà, c'est ça, dès le début de la réflexion, pour qu'on puisse être là pour répondre à toutes vos questions et puis s'assurer vraiment que votre projet est faisable. La philosophie du CUE repose, pour schématiser, sur 3 grands mots. Éviter, réduire, compenser, et vous allez nous montrer quelques exemples. Alors effectivement, on a repris en fait ces 3 mots qui sont issus, comme vous le savez peut-être déjà, de la loi sur la biodiversité de 2018, parce qu'on pensait que c'était vraiment 3 mots qui résument très bien notre approche et notre façon de penser en fait l'urbanisation. Alors éviter, oui, vous allez prendre la télécommande, et éviter, ça veut dire ne pas consommer de terres agricoles. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de construire là où on est déjà en secteur urbanisé et de faire ce qu'on appelle donc du renouvellement urbain. Vous allez nous montrer un exemple.
Voilà, donc le premier exemple se situe à Mauves-sur-Loire, dans le 44. C'est une opération qui a été réalisée par l'agence Tact Architectes et qui donc s'implante en plein cœur du centre-bourg de Mauves. On voit l'église juste au nord de l'opération. Et en fait, le très grand bâtiment dont vous voyez la toiture en espèce de S là en bas, c'est l'EHPAD de la commune. L'EHPAD possède un grand terrain avec un ensemble de parkings, mais se rend compte qu'ils n'ont pas l'utilité de l'ensemble de cette surface foncière. Du coup, ils ont l'idée de créer une opération de logement sur la petite partie au nord que vous voyez là entourée en blanc. Il y a un logement qui existe déjà sur ce terrain, donc on est à la fois dans de la réhabilitation et construction neuve à l'arrière de la parcelle. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'on est sur une opération de 6 logements sur un tout petit terrain de 540 mètres carrés. Donc vous voyez là, en termes de densité, on explose les objectifs. On est à plus de 100 logements à l'hectare, avec des logements à la fois individuels et collectifs, et qui ont tous une partie en fait en espace ouvert. Chacun a soit sa petite cour, soit son jardin, soit sa terrasse. Chacun a aussi son petit cabanon en entrée pour ranger les outils, les différents objets qu'on peut avoir qui ne rentrent pas dans le logement. Et il y a une grande qualité architecturale qui est amenée sur l'opération, avec de la briquette blanche, j'espère que vous le voyez sur les photos, en revêtement. Des menuiseries bois très travaillées avec des garde-corps qui disparaissent complètement, faits en plaques de verre. Et une opération qui s'intègre vraiment dans son environnement urbain. Parce que vous le voyez, ils reprennent les codes de la toiture à 2 pentes. On est sur du bac acier coloris anthracite, des murs blancs qui reprennent l'enduit traditionnel sur la commune. Donc malgré une écriture quand même très contemporaine, comme vous pouvez le voir, on reprend les codes de l'architecture locale et on s'y insère. C'est aussi le travail de la clôture qui est vraiment très intéressant et qui permet un jeu de... à la fois, on voit vers l'extérieur, mais on ne me voit pas moi dans mon jardin, qui est aussi intéressante à pointer. Avec un coût quand même assez élevé. Alors, un coût élevé, tout est relatif, on est à 1 600 € du mètre carré. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir ces coûts-là en construction. On n'y est plus, bien sûr, vous le savez. Donc à l'époque, c'est vrai que c'était une opération qui restait à un coût peut-être plus important qu'un chantier classique en construction neuve, mais on reste quand même sur des coûts très maîtrisés. Et au vu de la qualité de la réalisation, ça les vaut vraiment tout à fait. Deuxième exemple, alors là, c'est réduire. Voilà, donc là, c'est réduire parce qu'on est quand même en extension de l'urbanisation avec cette opération donc, qui a été réalisée à Bouvron par l'agence Garot-Boixel. Malgré tout, on reste en entrée de bourg, ce qui était à l'époque l'entrée de bourg. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'intérieur de la zone urbaine, sur l'ancien jardin du presbytère, le potager du presbytère. Donc c'est une opération de 18 logements où là le maître d'ouvrage est un bailleur social, c'est le bailleur social du département 44. Et là ce qui est intéressant, c'est tout d'abord la mixité entre des logements individuels, donc des petites maisons en bande, et des logements collectifs qui sont implantés sur les grands bâtiments sur rue, et la place qui est donnée au collectif avec un jardin, un verger, donc qui reprend en fait l'histoire de la parcelle au départ, qui était donc le verger du presbytère, et donc cet espace vert qui est collectif. Donc chaque logement a aussi sa petite cour ou son balcon, mais c'est réduit vraiment au minimum pour donner en fait la place maximum à cet espace collectif central qui est à l'usage de l'ensemble des habitants. Donc l'idée de montrer qu'on peut aussi réfléchir à la densité en réduisant les parcelles qu'on va donner à chacun, mais en construisant en fait un espace collectif qualitatif qui ne soit pas le rebut de la parcelle qu'on n'a pas réussi à vendre, mais bien quelque chose de pensé dès le départ. Une certaine densité, donc avec aussi de la qualité de vie. Oui, c'est ça vraiment l'idée, de se dire aussi qu'on peut gérer l'intimité, on peut vraiment avoir des logements très denses, mais sans qu'on ait chacun vu sur le voisin, et un espace de jardin qui est vraiment grand, où les enfants peuvent jouer, où on peut s'installer pour bouquiner, donc une vraie qualité de vie, oui.
tout en ayant une recherche d'économie dans la réalisation. Oui, là aussi, on est sur des coûts maîtrisés en termes de construction. On est à 1 500 € du mètre carré, donc ce qui reste très faible. Bon, même si, évidemment, l'opération a une dizaine d'années, donc on ne serait plus aujourd'hui sur ces coûts-là, hein, forcément. Ça, c'était donc réduire, donc on se met moins de terres agricoles. Et passons à compenser, où on est là dans la renaturation. C'est ça, puisque donc le ZAN vous laissera a priori la possibilité donc de compenser, d'urbaniser de nouvelles terres, tout en proposant en fait la renaturation de terres qui étaient auparavant artificialisées. Donc là, c'est un exemple qui se situe à Saint-Nicolas-de-Redon, alors qui est un exemple assez particulier, puisque la démarche, en fait, ça a été de dire déjà, en fait, de rendre à la Vilaine, finalement, ce secteur. On est en fait sur un secteur de crue, avec une installation d'entreprises qui ont déménagé, puisqu'il y a une succession d'inondations sur le secteur, qui ont fait que le département a souhaité racheter la parcelle pour en faire un ENS. Malgré tout, on est sur une parcelle assez polluée, avec beaucoup de bâtiments. Le tout est complètement bitumé. Et le département se pose la question de comment venir renaturer cet espace. C'est l'école en fait du paysage de Nantes qui va intervenir sur le secteur et qui va proposer en fait de ne pas finalement dépolluer, enfin ou en tout cas de dépolluer à minima et de laisser en place les aménagements. Donc le bitume va être conservé, les bâtiments vont être conservés aussi, dans l'idée de se dire que rien, en fait, un minimum rentre sur le terrain, mais aussi un minimum en sort. Du coup, ça va être vraiment une opération de couture, on va appeler ça comme ça, avec des interventions les plus minimalistes possibles, mais dans l'idée, en fait, de redonner à la nature cet espace, d'en faire un vrai espace vert qui puisse bénéficier à la population, mais qui puisse aussi accueillir des activités. Alors aujourd'hui, on a un apiculteur, on a de l'élevage sur le site, on a aussi des potagers partagés, hein, donc des jardins ouvriers. Et puis on a des chantiers, écoles, puisque l'école de paysage continue à venir sur place pour y réaliser des sortes de chantiers en fait expérimentaux. Et donc, on réutilise les matériaux qui étaient sur place, qu'on réutilise sur le lieu. Voilà, et donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais la photo en haut à droite, on voit en fait le muret, il est fabriqué avec des bouts de bitume qui ont été découpés sur place. Les bâtiments qu'on n'a pas pu démolir et qui sont dangereux, on les a enserrés en fait dans un mur, hein, on les a enfermés, on ne peut pas y accéder, et on a laissé la nature s'y développer toute seule, sans aucun entretien. Donc on revient à une espèce de forêt urbaine, non accessible, mais qui participe à la biodiversité sur le site. Il a fallu faire un travail d'accompagnement, d'explication auprès de la population. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a eu une association qui s'est formée à la suite du chantier école. C'est une association qui s'est mise en place et qui continue à gérer le site. Donc à la fois pour accueillir les différents intervenants et les gens qui travaillent sur place, mais aussi pour faire un travail de pédagogie. Donc il y a un accueil en fait qui se fait au quotidien des personnes qui viennent visiter le site pour comprendre la démarche et l'expliquer. Ah, c'est tout à fait exemplaire, mais est-ce que c'est vraiment appelé à se développer dans d'autres territoires ? Oui, en tout cas, on espère, puisqu'il y a de plus en plus de friches industrielles qui vont apparaître. Et l'idée, c'est d'arriver à en fait, non pas dépolluer ces secteurs, mais laisser la pollution sur place et ne pas en fait transmettre les déchets à quelqu'un d'autre. Donc on espère vraiment que ça va être des démarches qui vont pouvoir se maintenir, se développer, et notamment nous dans le cadre d'une opération qu'on appelle PAF, en fait, pour Programmation Active en Finistère, on a identifié sur le département plusieurs bâtiments industriels qui ressemblent à celui-là et sur lesquels on espère pourra se dérouler le même type d'opération. Donc voilà un premier panorama de solutions. Il y en aurait bien sûr d'autres à évoquer, mais pour reprendre les trois grands items sur lesquels nous pourrons bien sûr revenir tout à l'heure. Parlons maintenant de réaménagement de centre-bourg avec Michel Cotten, maire de Tours. Alors vous allez nous présenter aussi quelques images. Où là aussi, l'association de la population est aussi essentielle. C'est toujours très important dans la réussite de tels projets, le temps qu'on mette en place la présentation. Oui, effectivement, la commune de Tours, d'abord, c'est 1000 habitants, c'est à peu près 2000 hectares.
Nous sommes membres de Concarneau-Cornouailles Agglomération, donc tout à fait au nord de cette communauté forte de 50 000 habitants à peu près, pour donner une proportion. Et c'est vrai que, comme beaucoup de communes rurales, nous avions fait des constats, en fait, des difficultés par rapport à l'habitat, par rapport à la présence commerciale ou de services. Même en termes de mobilité, on avait quelques difficultés. Voilà, en tout cas, on était sur le sentiment d'éloignement et peut-être de dévitalisation et d'éloignement aussi des services de la population tourcoise. Voilà, donc ça, c'était le constat. Et nous étions dit, effectivement, avec les élus municipaux, qu'il fallait engager un projet peut-être global sur la commune afin de faire en sorte que le centre-bourg s'adapte en fait aux nouveaux modes de vie, aux nouvelles pratiques qui existaient, puisqu'on se disait, puisque aujourd'hui on pratique plus, on a eu dans le passé des commerces, on a eu, voilà, c'était assez vivant, et on s'est dit pour qu'il n'y ait plus ça, c'est que probablement les habitudes des gens, les modes de consommation, de biens, de services, les modes de vie, les modes d'habiter, les modes de se déplacer ont changé, et donc il y avait cette nécessité pour nous de remettre en compatibilité notre centre-bourg avec ça, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'adapte. Et donc, c'était la volonté de prendre une étude assez globale. Nous avions également le sentiment que la vitalité, c'est une question de bâtiments, de services, de commerce, mais c'est surtout aussi l'engagement de la population et sa détermination à participer au projet. Nous, on souhaitait en fait mener un projet qui associe la population, bien sûr, mais qui associe la population dans le sens du mieux vivre ensemble, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'une vision commune d'un projet partagé. Voilà, c'était ça l'idée principale, c'était de construire ensemble un projet qui nous permette de développer un centre-bourg qui corresponde aux souhaits des habitants et aux pratiques également d'aujourd'hui. Vous avez donc mis en place des ateliers avec le CAUE. Alors justement, je prends la transition, on a travaillé effectivement avec le CAUE qui nous a aidés dans ça a été un peu l'acte fondateur, on peut dire, de notre projet, puisque on arrivait du coup à rassembler, on a fait un atelier participatif sur une journée, donc c'était quelque chose qui était dense mais relativement resserré. Alors on a tenu quand même toutes les personnes qui étaient là, on avait une grande trentaine de personnes qui étaient présentes et qui étaient un peu étonnées d'ailleurs de cette invitation, c'est-à-dire qu'en fait la démarche participative c'était pas forcément quelque chose qui était courant, et une des conclusions que je tire rapidement de ça, c'est que quand on demande leur avis aux gens, ils aiment bien le donner. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que ils donnent pas forcément, enfin c'est pas la surenchère quoi. On a parlé de ça tout à l'heure. Les gens sont très raisonnables finalement, et on m'avait dit voilà, on risque d'avoir la lettre au Père Noël avec voilà, il faudrait ça et ça, et en fait il y a une autorégulation, je crois que ce terme a été utilisé aussi au sein des groupes de travail. Alors donc ces groupes ont été mis en place, on a travaillé à la fois, ce qui était intéressant c'est qu'on avait des métiers différents du CAE qui étaient présents, on a travaillé sur le paysage, sur un groupe sur le paysage, un groupe sur l'habitat, le patrimoine, et un groupe sur les espaces publics, la convivialité et les commerces. Voilà. Donc on avait ces trois groupes qui ont été constitués. Les gens ont déambulé, ont visité la commune, le centre-bourg, avec des yeux donc un peu différents, avec des lunettes un petit peu différentes. Et on a pu, dans le courant de l'après-midi, mettre en place un complément. Il y a eu des restitutions, bien sûr, en cours de journée. Et puis l'après-midi a été consacré à des ateliers plutôt de construction de solutions et sur des cartes. C'était quelque chose de très pratique. On le voit sur l'écran. Donc voilà, il y avait cette approche qui était vraiment de proposer déjà, et ça a été vraiment le résultat qu'on a obtenu, une feuille de route pour continuer à travailler sur le bourg de Tours et sur l'avenir du centre-bourg. Et puis ce qui vous a bien aidé, c'est qu'il y a eu un appel à projet de la région en 2017 qui tombait à pic. Et voilà, il est tombé à pic puisque effectivement, là je vous parlais de 2016, et puis on a pu mettre en place tout ça. Donc on avait des matériaux qui étaient extrêmement intéressants, et on a pris appui là-dessus évidemment pour postuler à l'appel à candidature qui avait été lancé par la région et la région Bretagne, l'État, la Banque des Territoires et l'établissement public foncier de Bretagne, et nous avons été lauréats, ce qui nous a permis de recruter là pour le coup des spécialistes, enfin des bureaux d'études spécialisés, puisque la grosse difficulté quand même de tout ça dans les communes rurales, on manque d'ingénierie. Donc en fait, si on ne peut pas la trouver, et là il y avait une opportunité vraiment extrêmement intéressante, et on a pu donc travailler avec des bureaux d'études. C'était Territoire en Mouvement de Vannes avec la SAFI. Enfin voilà, il y avait plusieurs participants qui nous ont fait travailler
travaillé pendant grosso modo une année à partir de balades aussi urbaines. Enfin, voilà, on avait l'étude un peu prospective qui avait été réalisée par le CAE. Et là, on rentrait dans une étude de stratégie urbaine qui devait commencer à dessiner vraiment le plan d'ensemble et le projet de la commune de Tours pour les 5 peut-être ou 10 années qui suivaient. Et justement, ça permet d'arriver à quoi? Alors, peut-être on peut passer sur voilà. En fait, voilà, j'ai passé rapidement sur l'atelier participatif. Donc c'était dans l'année 2018 pour arriver à ce plan finalement et ce qu'on appelle le projet notre projet de redynamisation, qui était en fait finalement un plan, ça c'était la concertation toujours, excusez-moi, voilà. Et donc c'est un plan de référence qui a été construit sur la commune de Tours. Donc à l'issue de l'ensemble de ces réflexions, on a déterminé, en fait, il y avait 2 grands axes pratiquement d'avancée, enfin sur lesquels il fallait qu'on progresse encore en termes d'opérationnalité. Cette fois-là, là on était toujours dans le stade de la réflexion. C'était en fait reconstituer un vrai cœur de bourg, parce que dans les ateliers, par exemple, il y a eu des expressions quelquefois un petit peu brutales du genre on traverse la commune de Tours et on n'a pas vu qu'on avait traversé la commune de Tours. Voilà. Donc ça porte un peu, ça pique un peu, et on se dit voilà, il manque quand même quelque chose qui matérialise, qui donne du corps en fait au centre-bourg de Tours, et donc il faut le construire comme ça. Et c'est ainsi qu'on a mis en place, issu des réflexions qu'on avait engagées depuis longtemps déjà, mais l'équipement culturel, la médiathèque, troisième lieu, c'est un équipement vraiment fantastique. C'est un équipement communautaire qui a été mis en place par la communauté et cofinancé par la commune, bien sûr, mais en tout cas, c'était une volonté très forte. C'est-à-dire que, autant je parlais tout à l'heure, dans le passé, on avait des commerces, on n'avait pas d'équipement culturel dans le passé. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Et on a basé vraiment le lien social et la volonté de rassembler les gens autour de cet outil qui était vraiment capital. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, il y avait un certain nombre de sujets autour de ce qu'on appelait la maison publique, mais c'était la mairie et puis l'agence postale communale, plus quelques partenaires qui pouvaient également avoir des permanences, et puis surtout un centre de vie, un verger citoyen avec à l'arrière de la place, et qui faisait le lien entre les différents équipements, avec quelques projets aussi d'aménagement de places. Enfin voilà, en tout cas, on avait cette volonté de recréer un vrai cœur de bourg. Et c'était les équipements qui sont cités dans la première partie. Vous voyez le titre, le petit cœur qui bat. Bon, voilà, c'est effectivement ça. Et également, il y avait dans cette partie-là la partie logement qui est extrêmement importante dans notre projet, parce que l'idée, c'était de densifier au maximum, d'intensifier le cœur de bourg, et bien sûr, faire en sorte que les gens se déplacent le plus possible à pied ou à vélo, et en évitant la voiture. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on constatait et ce qui a été signalé, c'est qu'on a la route départementale 36 qui coupe la commune de Tours en deux, qui coupe évidemment le bourg aussi en deux, qui est un tunnel vraiment pour les véhicules, et on n'a pas de place pratiquement pour les piétons, pour les vélos, et encore moins bien sûr pour les échanges entre les habitants. Donc l'idée, c'était de pacifier aussi si on peut parler comme ça, cette route départementale, et donner une large place vraiment, et de faire des choix vraiment structurants pour favoriser les piétons et les vélos, puisque notre volonté, c'était qu'on puisse vivre dans le bourg, se déplacer, et donc s'il faut prendre la voiture pour aller d'un point à l'autre, c'est perdu. Donc en fait, on voulait absolument avoir cette double chose, c'est-à-dire un cœur de bourg vraiment reconstruit, avec des activités qui correspondent à celles que souhaitait la population, et puis vraiment une départementale. Et puis d'ailleurs, on n'appelle pas, enfin, c'est une requalification qu'on a pu proposer, puisque le projet va démarrer prochainement, une requalification de cette traversée de bourg, voilà, avec des aménagements, avec des réductions des écluses pour laisser la place, passer un véhicule à la fois, et puis avoir des trottoirs vraiment d'1,40 m de chaque côté pour pouvoir accéder au commerce. Voilà, c'est ça aussi toute la difficulté, c'est on peut créer des activités, mais si on n'a pas le lien entre les activités et la possibilité de se déplacer ou de se retrouver autour de la médiathèque, voilà, en sortant de la mairie, enfin, il y avait des espaces comme ça de respiration qu'il fallait absolument essayer de construire dans notre projet également. C'était vraiment le souhait d'avoir quelque chose d'assez dense, mais en même temps qui permette
aux citoyens tourcois de se retrouver, tourcois ou d'ailleurs, enfin ceux qui voulaient s'arrêter, puisque l'idée aussi c'était on a 3500 véhicules par jour qui passent sur cet axe départemental, et l'idée c'est d'en arrêter quelques-uns éventuellement pour fréquenter peut-être les commerces ou des activités, et ce qui marche plutôt pas trop mal d'ailleurs pour la médiathèque. Bon, et pour revenir au logement, vous avez tenu compte aussi du vieillissement de la population en proposant des logements adaptés. Voilà. Alors le logement, effectivement, c'était un vrai sujet, et on a souhaité là travailler vraiment sur le cœur de Bourges. Je disais densifier, donc ça veut dire qu'on a cherché à des dents creuses, enfin des friches. La localisation numéro 1 en jaune, là, que vous voyez, le logement sociaux, rue de la Gare, il y avait des ruines, il y avait un vieux bâtiment. Voilà. Donc tout ça a été déconstruit. C'est des choses qui sont assez longues, et c'est vrai que c'est la difficulté quelquefois. Dans les bourgs, on a des toutes petites propriétés, et quelquefois il faut passer quasiment par des opérations de remembrement pour pouvoir avoir une parcelle qui est de taille suffisante, qui puisse permettre de construire quelques logements. Bon, là c'était 4 en l'occurrence, et l'opération dont vous parliez à l'instant, c'était là on se situe toujours dans le cœur de Bourg, c'est l'opération 4 qui est en bas de l'écran, et là on avait vraiment une ancienne ferme de centre-bourg, mais typique, avec le hangar, avec de l'amiant de ciment, bien sûr, les tôles, un amiant de ciment, etc., une grosse pollution. Et donc, on a fait l'acquisition de tout ça pour pouvoir renaturer et construire des logements adaptés pour les personnes âgées. On avait eu cette perception, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, du passage qui nous semblait quelquefois, et on a vécu des cas très concrets, trop rapides entre le domicile et l'EHPAD. Et donc, on a tenu compte, et ça a été cité d'ailleurs dans nos groupes, et on se dit, il y a sans doute une étape intermédiaire. Alors, on n'a pas inventé ça, on l'avait vu dans d'autres communes, Saint-Yvi notamment, on était allé en visite aussi, on avait vu quelque chose d'assez proche. Et on s'est dit, voilà, il faut cette étape supplémentaire où on peut rassembler des personnes qui sont habituées à se connaître. Et la difficulté, c'était que ces gens-là souvent habitaient dans des fermes qui avaient été reprises, donc ils étaient un peu seuls, les enfants sont plus là, etc. Donc, souvent, ça sécurise les enfants de mettre les parents en EHPAD, ce qui n'est pas forcément une critique, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser au maximum les personnes. Mais là, on apporte, je pense, une solution un peu alternative qui est de dire, voilà, on peut regrouper peut-être sans passer par l'EHPAD ou sans passer par l'EHPAD tout de suite, parce que peut-être qu'on ne sait pas la suite. Mais enfin, en tout cas, il y a bien certainement... Et on avait cette demande qui était assez forte de personnes isolées qui disent, nous, on aimerait bien, et puis fréquenter le bourg et fréquenter les copains, les copines, puisque c'est ça un peu le but du jeu, fréquenter la médiathèque où il y a des parties de cartes, enfin voilà. Donc l'idée, et on est tout proche en fait de tout ça, puisqu'on est vraiment dans une petite commune avec un cœur de bourg tout petit également, donc toutes les distances sont proches pour peu qu'on puisse se déplacer à pied. Toujours la même chose. Alors, partenaire important pour cette opération, c'est l'EPF, l'établissement public foncier. Je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que toutes les opérations, à chaque fois que j'ai parlé de friches, ça a été l'EPF qui a été vraiment l'opérateur central de la plupart des opérations de logement qu'on a pu faire, parce qu'à chaque fois, on a eu des ruines, des friches urbaines ou des friches rurales, enfin des hangars à déconstruire. On a eu un autre partenaire qui était Finistère Habitat pour la construction de logements. Et au total, ça fait des opérations qui sont tout à fait soutenables pour la commune, parce qu'en fait, l'EPF contribue à la dépollution aussi, à la prise en charge d'une partie de la dépollution. Donc voilà, ça fait des aides. Et puis avec la politique du logement portée par CCA, titre du PLH, on a aussi des aides. Donc en fait, globalement, on arrive, il y a un tour de table qui n'est pas simple. Déjà, ça commence par l'acquisition, par la déconstruction, et après par le tour de table pour monter le projet. On arrive à faire des choses assez intéressantes finalement, en cœur de bourg. En fait. Et pour réussir, donc, il faut activer tous les leviers. Il y a de l'urbanisme, il y a la mobilité, il y a le logement, enfin, c'est tous azimuts. J'ai commencé mon propos en disant on voulait déjà entendre les gens. C'est pour ça que cette forme d'atelier participatif au départ permet l'expression vraiment maximale des personnes, et c'est là en fait qu'on sent la tendance vers laquelle il faut aller, vers le sentiment des habitants de la commune ou des usagers, puisqu'on avait des gens qui venaient aussi d'un petit peu autour. On a eu des administrations, la TD, CCA bien sûr était là, FIA qui nous a aidés considérablement pendant tous nos projets aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ingénierie dans la commune, donc il faut trouver, et là on a des acteurs vraiment intéressants avec le CAUE et FIA. On a vraiment deux acteurs qui ont été majeurs dans le déroulement de notre projet. Nous allons voir des exemples de densification douce avec Denis Carrère qui nous rejoint normalement en visioconférence. Alors, est-ce que Denis Carrère va apparaître à l'image ? Denis Carrère du bureau d'études Villes Vivantes,
qui accompagne des collectivités dans les études préopérationnelles et dans la rédaction des documents d'urbanisme, et qui a mis en œuvre depuis 2015 déjà des expérimentations d'autoproduction de logements dans le tissu urbain existant. Alors je vous attendais justement, Karine de Sagé-Diouf, pour nous lancer, si je puis dire, Denis Carrère, le mettre à l'image, et que nous aurions également le son. Alors, c'est l'effet Bonaldi, vous vous souvenez de Jean Bonaldi, ça fonctionne très bien à la répétition, et puis au moment où on le lance, c'est pas forcément pareil. Alors, nous allons voir si nous sommes victimes, cette fois-ci encore, de ce fameux effet Bonaldi. Sinon, nous retrouverons Denis Carrère un petit peu plus tard dans la matinée. Donc, le temps de réenclencher les connexions. C'est un suspense insoutenable. Terrible. Je ne vous raconte pas la pression que ça met sur nos deux camarades qui sont en train d'essayer d'activer tout ça dans les plus brefs délais. Rien ne vaut le présentiel. Je l'ai toujours dit. Bon, écoutez, je vous laisse voir avec Denis Carrère avoir la jonction. Nous allons voir alors ce qui s'est passé à Quimper avec Marc Andreau, qui intervient cette fois en tant que président du conseil d'administration de l'OPAC Quimper-Cornouailles, sur une opération de renouvellement urbain sur le site de Gourmelin. On est en cœur d'agglomération. Alors, Marc Andreau, alors là, l'OPAC a eu une opportunité formidable, parce qu'il faut nous dire quelques mots sur le site de Gourmelin. C'est difficile de faire plus idéalement placé que ça, quand même. Hein. Oui, je voulais intervenir en tant que bailleur social. Donc, l'OPAC, c'est 10 000 logements. C'est une activité forte de production de logements en location-accession. Et c'est aussi des opérations d'aménagement sur des secteurs entiers que mène le bailleur, que ce soit sur des échelles importantes en reconstruction de la ville sur la ville ou en périphérie, ou que ce soit, disons, dans les bourgs ou en limite des bourgs. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'on a quand même, par rapport à l'ambiance là et aux enjeux qui sont évoqués aujourd'hui, quand même un premier message, c'est qu'il se fait quand même beaucoup de choses. Et beaucoup de choses en reconstruction de la ville sur la ville. Sur Quimper, on a aujourd'hui 5 grandes opérations de reconstruction de la ville sur la ville. Donc celui dont vous parlez, sur lequel je vais rester un peu plus, Gourmelin, mais il y a aussi les 2 cliniques, il y a aussi la zone de Kervilou, il y a aussi l'ancienne école normale, et puis on en a d'autres en prévision. Donc le premier message, c'est que la reconstruction de la ville sur la ville, ça avance, ça fonctionne. Et ça s'accélère. Il n'y en a pas eu tant que ça jusqu'ici. Et là, ça s'accélère. Je pense que sur Concarneau, c'est vrai aussi, où il y a des opérations comme la friche Crown, où l'OPAC travaille là plus avec un promoteur privé. Donc sur le cas de Gourmelin, c'est une opération qui concerne donc l'ancien établissement de santé mentale, comme ça qu'on dit aujourd'hui, et qui a été donc libéré depuis de très nombreuses années, et sur lesquels on est parvenu à avoir en lien, bien sûr, avec la collectivité, tout le temps en partenariat avec la collectivité, ça se fait tout le temps dans ce cadre-là, l'opportunité de faire une opération globale d'aménagement, sur lesquels on va d'ailleurs réaménager une partie du bâti existant parce qu'il avait un intérêt à ce niveau-là, et puis d'autres parties qui étaient plutôt d'ailleurs des choses plus récentes, des années 60-70, qui ont été détruites et sur lesquelles on va reconstruire. On est globalement sur une belle surface. Hein. Alors au total, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est 2-3 hectares, et puis l'objectif c'est 350 logements. Sur ces 350 logements, il va y avoir une part de locatif social, mais ce n'est pas puisque c'est l'OPAC que ce sera que du locatif. On fera, comme dans toutes les opérations groupées, 30% de locatif social. L'originalité, c'est que l'on fera sans doute une part significative de location-accession, parce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui qu'une frange de la population, correspondant aux salariés à revenus modestes, aujourd'hui, ont de plus en plus de difficultés
à se loger. On voit d'ailleurs que cette catégorie revient vers le bailleur social pour essayer d'avoir un logement locatif. Et surtout, il ne peut plus acheter dans l'ancien, a fortiori acheter dans du neuf. Sauf à trouver des alternatives comme la location-accession, qui est quand même sensiblement moins chère. Donc, systématiquement, dans toutes ces opérations que l'on pilote en partenariat avec la ville sur des opérations de reconstruction de la ville sur la ville, il y aura une part significative, donc 10, 15, peut-être 20% de location-accession. Et pour le reste, c'est des activités qui vont être, ce sont des logements qui seront confiés au privé, essentiellement des opérations en collectif, donc à des promoteurs privés. Ça sera du petit collectif. Alors ce sera du petit collectif, ce ne sera pas de la tour, bien évidemment, mais ce sera quand même, l'ensemble fait une densité quand même urbaine, et qui est à proximité du centre-ville. Donc là, on a une belle opportunité. Et sur Quimper, on en a encore d'autres, comme je l'ai dit, hein, et sur Concarneau, il y en a aussi. Et donc, ce mouvement est engagé. Et je dois dire qu'il faut quand même que l'on soit... Je reviendrai tout à l'heure sur le deuxième message. Je veux dire que ce mouvement de sobriété... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de qualifier de frugalité... est quand même engagé et s'accélère dans le tissu urbain de Cornouailles. Je tiens à dire aussi qu'il s'accélère dans les bourgs. Les quelques inaugurations auxquelles j'ai pu participer, c'était toujours des opérations dans les bourgs, à Arzano par exemple, à Guengat, à Tréguin, à Plobanalec ou il y a encore plusieurs endroits comme ça où on a inauguré des opérations dans les bourgs avec du logement relativement dense, mais pas non plus des choses extraordinaires, hein, mais un peu ce que Michel expliquait. Hein, sur Tours, on a pu le faire dans beaucoup de bourgs, souvent en intégrant, comme vous l'avez fait aussi sur Tours, soit du commerce, soit des services de santé, soit parfois d'ailleurs aussi des équipements publics, genre médiathèque ou autre. Donc de plus en plus des opérations où, quand on les prend en charge, ça combine du logement et de l'activité. Je reviens à Gourmelin, il y a aussi une part intéressante en termes de qualité de vie, d'environnement, puisque c'était un parc aussi, l'espace de Gourmelin, et vous allez en faire un parc public. Alors d'une part, ce sera un parc qui par définition sera public, hein, les endroits. Pour ceux qui connaissent, c'est une palmeraie hein, qui est très originale. On a gardé aussi un cheminement qui va direct au centre-ville, mais on s'est refusé à ce qu'il y ait une circulation automobile, donc ce sera une liaison douce. Donc il y a beaucoup d'aspects, disons, intéressants de ce point de vue hein, dans ce projet. Mais bon, ici on est pour parler d'aspects sobriété foncière, donc je ne vais pas parler directement des autres aspects, mais c'est vrai que ce sera... Moi, je suis très confiant sur le fait que tous ces logements-là vont trouver preneur très rapidement. À 1 kilomètre Ce n'est pas de la cathédrale. parce que c'est relativement dense qu'il faut arrêter de dire ça, que les gens veulent absolument être dans un lotissement en périphérie de Quimper. Je suis sûr qu'il y aura une demande. Et non seulement il y aura une demande, disons, spontanée sur le marché privé, mais en plus, on permet donc... d'offrir des logements en locatif social et en accession sociale à la propriété. Et pour les maisons individuelles, ça sera des parcelles de taille raisonnable. Hein. Sur ce programme, il y a quelques maisons individuelles, mais je pense que c'est 10 ou 15, je ne sais plus exactement, mais non, c'est très marginal dans le total. Ce sont toujours des opérations réfléchies, coordonnées, sur lesquelles l'OPAC veut travailler aujourd'hui. Alors, je vais revenir, c'est des opérations où je pense que le partenariat avec la collectivité doit fonctionner. Alors, il y a ici mon collègue
adjoint à l'urbanisme. Et donc, on a parfois des discussions parce que la vision ou les intérêts parfois du bailleur et de l'élu peuvent être pas tout à fait convergents à 100%, y compris pour des questions financières. Mais je pense que ça ne se passe que par un très bon partenariat entre bailleurs et collectivités. Ça amène parfois à réduire un peu. Ça, c'est vrai, bien sûr, à l'échelle de Quimper, mais c'est vrai aussi à l'échelle de communes de taille beaucoup plus petite et où on essaie d'engager des opérations de ce type. Ça amène parfois à réduire un peu le nombre de logements, par exemple. Il y a parfois des problèmes de densité qu'il faut réduire un petit peu. Et on fait sans doute allusion à un dossier. Mais globalement, l'important, c'est que l'on arrive à avancer dans cette direction-là. Et plutôt que d'essayer de construire toujours en périphérie des zones pavillonnaires. Alors, sur ces zones pavillonnaires, d'ailleurs, très souvent aujourd'hui, comme il y a l'obligation d'avoir du logement social, des promoteurs pavillonneurs viennent nous voir et nous disent au fait, il nous faut 30% de logements sociaux. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que grâce à cette intervention du bailleur social qui va faire du petit collectif, souvent à l'entrée, et derrière, il y aura du lotissement. Et donc, on arrive en moyenne à un taux de consommation un peu plus satisfaisant du point de vue de nos objectifs en termes fonciers. Mais c'est des modèles qui ne remettent pas obligatoirement en cause le modèle passé. C'est un pis-aller, je dirais. Alors, il y a une autre opération à laquelle vous avez fait allusion, notamment parmi les 5, c'est celle des 2 cliniques, qui est aussi tout à fait emblématique. Alors, sur ces 2 cliniques, c'est 2 opérations qui seront engagées sur 1,5 hectare à peu près, pour un peu plus d'1,5 hectare, et puis autour de 150 logements où on va faire une part, bien sûr, de 30% de logements sociaux, mais on fera là des efforts plus particuliers sur de la location-accession. Parce que, encore une fois, il y a aujourd'hui une frange de notre population de revenus modestes qui, jusqu'à il y a encore 5 ans, ils pouvaient s'engager dans une démarche d'acquisition, même si c'était souvent dans l'ancien. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on réponde à ces besoins-là. Et c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de location-accession. Et là aussi, c'est donc de la reconstruction de la ville sur la ville. Par définition. On a aussi des zones d'activité qui sont reconverties. Alors moi, le deuxième... le message, c'est donc ça se fait. C'est loin d'être parfait encore aujourd'hui. C'est pas vrai partout. Il y a plein de coups partis qui sont encore très inspirés du modèle des années 2000, je vais dire, qui ne sont pas encore de ce qu'on doit faire en 2020. Mais je voudrais dire quand même que il ne faut pas prendre le problème de la rigueur, de la sobriété foncière, avec tout le problème sur le mot. Bon. Les objectifs qui nous sont donnés en cette matière-là, et que je partage, bien évidemment, il ne faut pas le dissocier de la politique du logement lui-même. C'est-à-dire on ne fait pas que de la... Il faut d'abord répondre aussi à certaines populations. Aujourd'hui, par exemple, en 2022, le rapport dans le Finistère entre le nombre de demandeurs et le nombre d'attributions sur une année est passé, donc en 2021, on était à 3,9. Donc il y avait 3,9 demandes pour une attribution. Et là, on est passé en 2022 à 4,6. C'est pour vous dire la pression de la demande sur le locatif social, du fait de la pression foncière, etc., et immobilière. Et ça, je pense que quand on va parler des solutions en termes de consommation foncière, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir indépendamment de la nécessaire réponse aux besoins en logement social et en location-accession.
Et ça ne peut pas se faire non plus indépendamment du débat sur le prix du foncier. Aujourd'hui, par exemple, quand on confie un aménagement global, où il y aura du locatif social, de l'accession sociale et de la promotion privée, éventuellement en lotissement dans certaines communes, peut-être en collectif à Quimper, peut-être à Concarneau, selon la taille des villes. Hein. Il y a quand même un gradient aussi entre ce qui peut se passer à Quimper et ce qui peut se passer à Cléden. Bon, enfin, on ne pas de... Mais ce que je veux dire, c'est que il faut, à partir du moment où on a un aménagement global qui est mis en œuvre, où il y a les différents niveaux de logements qui sont présents, on peut agir sur le prix du foncier. À partir du moment où on contrôle le foncier, on fait des opérations qui combinent tout ça, on peut agir sur le prix du foncier et on peut aussi réserver le foncier aux résidents principaux, voire aux primo-accédants. Et dans toute notre zone littorale, et même à Quimper, ce n'est pas un enjeu marginal. Donc je pense que quand on va parler de ces questions de consommation foncière liées à la loi climat-résilience, etc., ça ne peut pas être indépendant du débat sur le fait de répondre à la demande, notamment donc, de nos concitoyens qui ont des revenus les plus bas ou modestes, et ça ne peut pas se faire indépendamment de la volonté de lutter contre la spéculation foncière. C'est ça le message que je voulais passer. Tout est lié. Alors, nous allons le plaisir de retrouver Denis Carrère. Cette fois, ça fonctionne bien. Denis Carrère, donc en visioconférence, donc toujours du bureau d'études Ville Vivante. Denis Carrère, vous nous entendez bien ? Parfaitement bien, merci. Bon, alors nous ne vous voyons pas encore, mais ça va venir. Ça y est, on vous voit, c'est parfait. Alors, on va parler Bounty, Bimby notamment. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler ce que signifient ces acronymes Bounty et Bimby ? Écoutez, je vais vous le... D'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir à vos côtés et je salue les participants à la table ronde, en particulier Floriane Mergadou, qui est urbaniste qualifié au PQ comme moi. Peut-être, avant d'aller sur les définitions et les petits mots, peut-être vous dire que si je suis ici, c'est pour témoigner en fait d'expérimentations qu'on peut mener avec diverses collectivités territoriales en France. Et ces expérimentations, elles ont toutes en commun le fait de produire des logements nouveaux à partir d'un accompagnement des projets des habitants dans des territoires qui sont déjà urbanisés, dans des secteurs qui sont déjà urbanisés. Et ces logements nouveaux, ils sont produits de deux façons. En partie en neuf, avec des personnes qui vont diviser un terrain et le vendre à une famille qui va construire un nouveau logement, des personnes qui vont faire un investissement locatif dans leur jardin, des personnes qui vont faire une extension pour accueillir un parent âgé, par exemple. Donc ces projets en neuf on les appelle sous le vocable BIMBY, qui vient des initiales de Build in My Backyard, donc de la construction dans mon jardin. On accompagne également des projets qui constituent, qui sont basés sur la production d'une offre nouvelle dans des secteurs déjà bâtis, mais cette fois-ci dans l'ancien, soit par transformation d'usage, par exemple d'une annexe, réoccupation d'un comble, surélévation, division de maison quand la personne âgée est dans 160 mètres carrés de maison familiale et qu'on recompose un studio pour pouvoir ensuite mettre en location un étage ou une partie de maison, etc., etc. Donc ces solutions-là, on les a appelées Bounty, qui est un terme qui vient donc de l'ancien anglo-normand et qui signifie la bonté, parce que c'est une façon d'avoir une utilisation généreuse du bâti ancien. Donc voilà pour vous relier ces deux termes un petit peu mystérieux à nos expérimentations, en fait, qui sont une expérimentation pour produire des logements avec les habitants dans des secteurs déjà bâtis.
Donc BIMBY densification, Bounty rénovation et reconfiguration. Alors, les logements Alors, produits sont en autopromotion accompagnée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cela? En fait, la, euh, euh, peut-être, est-ce que je peux vous montrer une ou deux images? Eh ben, montrer une ou deux images, allons-y. Très bien. Donc, alors, est-ce que vous voyez ma carte là? Pas encore. Oui, c'est Euh, bon. c'est bon? Donc là, on est un petit peu loin de la Bretagne, mais peu importe, c'est une métropole dans le sud de la France. Et comme dans tous les territoires où on travaille, on observe la production des logements. Donc cette carte, c'est une carte de la production des logements. Et vous voyez que la production des logements, il y a différentes filières. Donc elles sont illustrées à gauche de la diapositive. On voit la promotion, petite promotion, moyenne promotion, grande promotion. Et plutôt en bas de mes pastilles colorées, il y a le lotissement, la création dans l'ancien et le diffus. Donc le diffus, c'est j'ai un terrain, je vous vends ce terrain, vous l'achetez, vous construisez dessus. Donc ça, c'est la filière diffus. Et donc l'ensemble de ces filières, elles coexistent dans les différents territoires avec lesquels on travaille. Et on s'aperçoit donc que en général, les filières longues de la promotion immobilière, on va plutôt les trouver dans des secteurs très urbains. C'est le cas ici sur la carte. Et les filières courtes, c'est-à-dire le diffus, le lotissement, on va plutôt les trouver dans des secteurs périurbains. Et on s'est aperçu, et on s'aperçoit dans l'ensemble des territoires où on travaille, qu'il y a aussi une activité, on va dire spontanée, en diffus, dans les cœurs de ville. Et cette activité spontanée, elle a pour caractéristique d'être de l'autopromotion, c'est-à-dire que les porteurs de projets, ils se débrouillent tout seuls finalement pour diviser un terrain ou détacher un terrain ou reconfigurer une parcelle. Et puis les personnes qui viennent bâtir, ben, ils sont leurs propres maîtres d'ouvrage. Donc ça ne passe pas par un aménageur qui vend à un promoteur qui va revendre à un bailleur, par exemple. Et donc, on s'est aperçu que ces filières de l'autopromotion, on les a pas inventées, bien entendu, elles existent, mais que si on avait la capacité à les stimuler ou à les accompagner pour aller apporter là où elles sont périphériques de la qualité et là où elles sont centrales pour les stimuler, eh bien, ça permettait à la fois de libérer du foncier, de créer des possibilités de se loger dans les cœurs de ville et les cœurs d'agglomération, mais également, ça permettait de produire des logements avec des coûts de revient nettement moins chers pour des raisons de fractionnement, puisque je pourrais vous illustrer ça, mais en fait, ça coûte plus cher de construire une fois 100 logements que de construire 100 fois un logement, mais également pour des raisons de filière courte, puisque comme il n'y a qu'une transaction et il n'y a qu'un maître d'ouvrage qui bâtit pour lui-même, il n'y a pas des coûts qui sont liés à la multiplication des intervenants et des structures. Et donc, on s'est aperçu que c'était un moyen enfin, l'autopromotion, en tout cas la stimulation de l'autopromotion, c'était un moyen privilégié pour pouvoir intervenir dans des tissus urbains constitués, tissus qu'on analyse, et c'est les images que vous voyez à l'écran, et pour pouvoir activer ces filières courtes, donc du Bimby et du Bounty, on ne parlera pas aujourd'hui de la Bomba, on a des méthodes qui consistent à rencontrer ces méthodes qui nous ont permis de produire 250 logements neufs à Périgueux, d'en produire 174 dans les Vosges centrales, enfin de produire plusieurs centaines de logements dans les territoires auprès desquels on expérimente. Et ces méthodes consistent à aller à la rencontre des habitants, de les recevoir par dizaines et par centaines en fait, pour travailler sur un peu toutes leurs intentions de projet, l'examen du potentiel de leur maison et le fait d'accompagner, par exemple, à Périgueux, que je vais développer un tout petit peu, on a accompagné à peu près 700 ménages et sur ces 700 ménages qu'on a accompagnés, ça a permis d'aller au bout pour 250 projets qui ont été menés et qui ont été réalisés par les habitants. Alors justement, Et donc, Périgueux, c'est donc la transformation de logements existants. non, pas du tout Périgueux. En fait, on avait une convention avec la collectivité et cette convention,
elle portait sur des objectifs donc, de 250 productions de nouveaux logements. Et ces productions de nouveaux logements, elles étaient indifféremment en BIMBY, c'est-à-dire construction de logements neufs sur terrain déjà bâti, et en Bounty, transformation de logements existants. Et donc, on a utilisé ces deux leviers à Périgueux. Je vous montre juste un exemple très rapidement, mais il y en a 250 et ils sont tous différents. Vous voyez une dame qui vient avec une intention d'améliorer le logement actuel que vous voyez ici, qui a une toute petite fenêtre qu'on aperçoit derrière l'arbre et qui éclaire à peine en fait son espace de vie. On réfléchit avec elle sur quoi donne la fenêtre. Il y a ce petit bout de terrain qui lui appartient où le voisin sort ses poubelles. On réfléchit de façon très posée au travers de plusieurs entretiens et on finit par dessiner une fenêtre plus grande, mais aussi une terrasse pour mettre sous cette fenêtre et puis un espace pour la voiture sous la terrasse. Et puis finalement, de fil en aiguille, on en vient à créer deux logements avec eux-mêmes leur propre terrasse et un constructeur local met en œuvre ces éléments-là. Et on s'est retrouvé donc à faire un +2, donc ça plus deux logements. Là, pour le coup, c'est du BIMBY, puisque c'est une extension qui abrite deux logements. Vous voyez, et là, c'est l'ancien logement qui est ouvert. Ça, c'est les logements locatifs qui sont créés. Mais ça a pu être des projets tout à fait différents, comme cette maison ancienne qui avait un terrain très pentu derrière elle, et on a pu, avec des professionnels locaux, implanter un habitat léger et faire un +1 dans le jardin d'une maison du 19e siècle qui avait une configuration un petit peu difficile, etc., etc. Je vous donne juste un dernier exemple pour ne pas monopoliser la discussion, mais qui est très parlant. Vous voyez la maison en forme de T inversé qui est au carrefour. Elle était enfin, plus ou moins en vente, et en tout cas de façon certainement vacante depuis plus de 20 ans, parce que les propriétaires qui étaient des individus, dont un des individus à Paris, en demandaient beaucoup trop cher. Et donc la maison était en train de pourrir et il n'y avait pas d'acquéreur qui pouvait venir. Et donc, au travers de l'accompagnement qu'on a pu déclencher, les personnes ont pris le parti de vendre leurs biens en 3 lots. 2 lots sur lesquels un propriétaire est venu faire des petits locatifs qu'on aperçoit en forme de L avec la toiture grise. Et le lot qui comportait la maison vacante, en fait, va aussi partir en locatif, mais du coup à un tarif bien moins cher, qui a permis à l'opération donc de se développer. Et donc, on a si je puis m'exprimer ainsi, à gauche un Bounty et deux BIMBY, quoi, voilà. Et puis ensuite, il y a eu des opérations beaucoup plus classiques en pavillonnaire, donc, qui sont signalées ici sur la carte, dans les tissus pavillonnaires, de personnes qui ont fait des locatifs dans leur jardin, qui ont divisé, qui ont vendu. Et à chaque fois, c'est une aventure personnelle, une histoire personnelle. On a eu des réhausses aussi, des transformations de petits sites industriels. Ça, c'est dans les Vosges, des reprises d'anciennes fermes pour les reconfigurer, etc., etc. Il y a donc tout un travail d'accompagnement, donc un travail très fin. Est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps, tout cela? En fait, les modalités finalement enfin, il faut quand même comprendre que ce que je vous présente ici, ce n'est pas simplement le résultat du travail d'une équipe de professionnels de vie vivante, c'est le résultat d'un alignement entre une collectivité qui va mettre en place à la fois ce mode particulier de communication avec les administrés. Ça se fait en lien très étroit avec les services d'application du droit des sols d'une part, avec le tissu professionnel local qui est intégré, notamment au cours de petits déjeuners réguliers de l'habitat, etc. Et les intentions des habitants et notre équipe. Et les opérations, en fait, elles ne se mesurent pas en temps, elles se mesurent en score. C'est-à-dire que, par exemple, la ville de Périgueux qu'on voyait là, mais également pour être plus près d'ici, la ville de Châteaugiron, le pays de Vitré, ou maintenant dans le département du Finistère, donc Morlaix Communauté, ne nous rémunèrent pas par rapport à du temps passé ou par rapport à comment dire, des niveaux d'énergie dépensée ou de travail mis en œuvre pour chaque ménage. Les collectivités nous rémunèrent à proportion du nombre de logements qui est effectivement créé, c'est-à-dire autorisation d'urbanisme accordée, travaux débutés et logements mis en service. Donc, c'est finalement, si je puis m'exprimer ainsi, l'achat d'un résultat. Et un des sujets des expérimentations qu'on a pu mener jusqu'ici,
c'était savoir si on était capable, dans notre organisation d'équipe et notre organisation commune avec la collectivité, d'être dans un niveau de dépenses d'énergie qui était compatible avec les enveloppes budgétaires qu'on avait déterminées à l'avance avec la collectivité. Et donc, ça m'est difficile de vous répondre en temps passé parce que le temps passé est extrêmement variable selon les accompagnements et parce que l'accompagnement n'est pas linéaire, il va être, en fait, il va prendre 4 formes. La première forme, c'est toutes les techniques qui consistent à faire venir les administrés sur une proposition qui est pas forcément très définie. C'est-à-dire qu'on cherche à faire venir à nous, par exemple, des personnes qui n'ont pas encore de projet. Donc, c'est des techniques de communication, d'événements, pour les faire venir juste pour réfléchir sur leur maison, puisque on voudrait susciter des projets, pas juste des effets d'aubaine. Ensuite, donc des techniques également pour faire venir des gens qui ont un projet, mais à qui on n'a pas d'argent à donner, parce que ce qu'on a à leur donner, c'est juste de réfléchir avec eux. Donc ça, c'est un premier métier, un premier niveau de travail qui est basé sur une communication un petit peu alternative, où l'urbanisme n'est plus celui ou celle qui dit ce qu'on ne peut pas faire, mais qui va être au contraire celui ou celle qui dit tout ce qu'il est possible de faire. Il y a une deuxième catégorie de type de travail et de métier qui est très importante, qui est ce qu'on appelle, nous, le décollage, c'est-à-dire un entretien initial qui va se faire lors d'un événement ou à domicile, où une personne de notre équipe, finalement, va déplier toutes les options de projet avec le porteur de projet, l'habitant, ou celui même qui n'est pas encore porteur de projet, pour trouver des bonnes idées qui vont être suffisamment motivantes et suffisamment qualitatives pour que la personne garde son élan malgré toutes les étapes futures qui sont toujours compliquées de mener un projet immobilier. Donc c'est l'étincelle de départ. Et ça, c'est quelque chose, en termes de temps, ça dure 1 heure et demie. Et puis ensuite, on a une troisième catégorie de métiers qui sont des personnes de notre équipe qui sont sur la levée d'obstacles. J'arrive pas à me mettre d'accord avec ma femme ou avec les individus ou avec mes enfants. J'ai une difficulté avec le banquier. J'ai une difficulté technique parce que ce que j'envisage fonctionne pas avec l'application du droit des sols. J'ai une difficulté pour payer mon reste à charge. J'ai une difficulté parce que je ne sais pas ce que je veux et j'hésite entre deux options. Donc on a un troisième métier qui consiste à lever les obstacles. Donc c'est plutôt des interventions ponctuelles et du coaching régulier. Et puis ensuite, on a un quatrième métier qui est, qui est très important aussi, et c'est celui sur lequel on a le moins de recul parce qu'il arrive un petit peu à la fin dans les opérations. C'est un métier qui gère la relation entre le projet, le porteur de projet, et puis son environnement, c'est-à-dire comment je contracte avec des professionnels locaux, de l'architecture, des géomètres, des maîtres d'œuvre, des artisans, mais également comment je gère mon processus de vente quand je vends un terrain, mais également comment je gère le monde extérieur et notamment les voisins. Et donc, le fait que nos projets ils se développent au sein même des quartiers existants nous a obligés à développer des techniques pour amener déjà les personnes à travailler avec leurs voisins, parce qu'elles ne sont pas toujours désireuses. Soit elles s'entendent très bien et pensent que le voisin va être d'accord parce que c'est leur ami, soit elles s'entendent très mal et ils se disent si le voisin n'est pas content, c'est tant mieux. Dans les deux cas, c'est absolument pas satisfaisant. Et donc, on a développé des techniques de travail pour fonctionner avec les voisins et tout anticiper avec les voisins. Donc La réussite repose donc sur 4 métiers déjà, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se lancer là-dessus sur des petites opérations, il faut quand même un certain volume. Alors, c'est vraiment, ça, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent avec les collectivités parce que je pense que c'est une vérité aussi dans le Finistère que certaines fois, les collectivités les plus prêtes à prendre des risques, les plus prêtes à innover et les plus prêtes aussi à donner vie à des types de relations différentes avec leurs administrés, c'est pas toujours les plus grosses. Et donc, là, par exemple, à Morlaix Communauté, on a un objectif de 400 Bimbi Bounty pour un pas de temps de 5 ans. Dans d'autres territoires, enfin, on est très souvent en plusieurs centaines d'objectifs. Périgueux, vous avez vu, c'était 250. Et c'est pas forcément des objectifs adaptés à ce que permet
le tissu déjà bâti dans certaines collectivités, ou ce que permet le nombre d'habitants dans certaines collectivités, ou ce que permettent aussi les moyens économiques de certaines collectivités. Et donc, il faut trouver des lignes, des modèles pour pouvoir intervenir avec des seuils qui soient les plus bas possibles quand la collectivité elle est petite ou qu'elle a des moyens qui sont comptés. Et donc, en général, ce qu'on regarde, nous, c'est quel rythme annuel on peut viser, parce que du coup, ça va déclencher un peu une énergie déployée par une équipe. Et on va dire le seuil, c'est un petit peu sur des rythmes de 20 logements par an, sur des objectifs de 20 logements par an, on arrive quand même à déployer une équipe. Après, ça fait varier comment dire, les coûts unitaires des interventions. Mais on arrive à travailler avec des territoires ruraux à moyens limités. Merci Denis Carrère. Nous arrivons au temps d'échange. Vous avez des questions, des demandes de précision sur tout ce qui nous a été dit. Le micro va à nouveau circuler. Il est caché ici derrière l'ordinateur. Merci à vous. Alors, des commentaires, des questions? Oui, vous levez la main. Le micro vous arrive tout de suite. Ne courez pas quand même. Le micro vous arrive dans quelques instants et nous vous écoutons. Merci. Bonjour, donc Armand Souchon de QCD, donc chargé d'études Habitat. J'avais une question donc sur ce mécanisme parce qu'on a étudié donc récemment la question des meublés de tourisme et des hébergements saisonniers. Il y a un vrai sujet sur la Cornouaille. On a compté donc environ 7900 annonces sur la Cornouaille. Et donc la question que j'avais à poser, c'est est-ce que vous avez des mécanismes pour vous assurer que ces logements produisent de vrais habitants? Parce que quand j'ai vu la photo, je me disais qu'il manquait juste la boîte à clés dessus. Merci. Super sujet qui est évidemment très sensible, notamment dans le Finistère. Et donc, question qui se pose pour les territoires avec lesquels on travaille. On travaille sur le littoral, mais on travaille aussi en montagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire pour avoir du résultat, on est obligé de faire venir à nous beaucoup de personnes, plusieurs centaines de personnes. Et donc, ces opérations-là, elles ne peuvent pas être basées sur l'éligibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arriverait pas à grand-chose si du premier coup de fil ou de la première arrivée d'une personne sur un événement, si on lui dit voilà, mais c'est pourquoi c'est pour un meublé de tourisme, etc. Bon, ben, très bien, vous repartez. On ne peut pas a priori exclure parce que on peut jamais préjuger de la façon dont on va faire évoluer un projet. Donc, on fait venir à nous tout le monde. Et ensuite, par rapport à l'alignement avec les objectifs de la collectivité, parce qu'effectivement, les objectifs de la collectivité, ils peuvent être de produire une offre de logement à destination des gens du pays et pas à destination provisoire ou de meublés de tourisme. Ça ne se gère pas par éligibilité, mais ça se gère dans l'énergie qu'on met sur les projets. Donc, il y a 3 cas de figure, on va dire. Premier cas de figure, le projet il est manifestement pour l'habitat existant et on est dans un niveau de transparence et de discussion avec le ménage qui nous permet de nous en assurer et de le répercuter à la collectivité. Deuxième sujet, le porteur de projet, il hésite et on a quand même des ressorts et des techniques de travail, je n'ai pas le temps de les développer ici, mais pour permettre de bien développer les options avec le porteur de projet et de bien voir les avantages et les inconvénients personnels qu'il va pouvoir avoir sur la gestion du produit qui va résulter de l'opération. Et donc, sur ce deuxième cas de figure où on va dire c'est tangent, on va déployer des techniques, en tout cas pour essayer de le faire basculer du côté du logement permanent. Et puis ensuite, très clairement, on a la personne qui va venir pour faire du meublé de tourisme, etc. Et comme les opérations, elles sont volontaires, qu'on ne donne pas d'argent, etc., qu'on doit bien faire venir à nous un flux parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va pouvoir faire de ce flux, eh bien tout simplement, on le gère en termes de priorité, c'est-à-dire que notre priorité, ça va être... il y a quand même des enjeux, même quand la personne veut faire un logement de tourisme et que c'est permis par, le droit des sols. On va quand même essayer de traiter tous les enjeux qualitatifs et patrimoniaux et aussi les enjeux de réversibilité, c'est-à-dire avoir une discussion avec la personne, pas en lui disant ah, vous faites du logement meublé de tourisme, c'est mal,
mais plutôt peut-être de prendre des précautions pour qu'ils se gardent un petit peu des options et pour que le logement soit pas incompatible avec d'autres usages. Et puis ensuite, je vous ai dit qu'on avait plusieurs centaines de porteurs de projets finalement dans notre portefeuille en permanence. Et bien tout simplement, après, on va gérer en dépenses d'énergie, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis un petit peu les sujets qualitatifs sur la table avec le porteur de projet pour le logement de tourisme, quand on arrive le lundi matin, c'est pas lui qu'on va appeler en premier. Quand on part le vendredi soir, c'est pas avec lui qu'on va faire un check. Et donc ensuite, on va gérer non pas en éligibilité, mais on va mettre l'énergie de l'opération sur les projets qui sont les projets qui importent le plus pour la collectivité. Alors c'est valable pour logement permanent versus logement de tourisme, mais ça va être valable aussi à des collectivités. Ce qui les intéresse, c'est de mettre un focus sur les projets seniors. Il y en a d'autres qui veulent des projets plus locatifs abordables. Et donc l'alignement avec les politiques de la collectivité, il se fait sur le temps et l'énergie qu'on met en fonction des dossiers. Et au fil de l'eau. D'autres questions, d'autres commentaires dans la salle? Le micro est à votre disposition. Non. Si, madame, le micro vous arrive. Bonjour, Catel Chantreau, élue à Pouldergat et vice-présidente en charge des transitions à Douarnenez-Communauté. Moi, j'aurais bien voulu savoir, avoir une idée des coûts. Combien ça coûte, par exemple, Morlaix-Communauté ou dans d'autres endroits? J'imagine que c'est variable, mais est-ce que vous pouvez nous donner une échelle? Alors, je vais vous répondre de façon très directe, en fait. Donc, les coûts, c'est des coûts d'ingénierie, puisque c'est le coût des équipes qui accompagnent et qui déploient les 4 métiers que j'évoquais. Et puis, les coûts qui sont liés à la présence des personnes aux côtés des porteurs de projets, à l'organisation d'événements, au copilotage de la mission avec les collectivités, leurs partenaires quand elles en ont sur ces sujets-là. Et ensuite, les coûts, ils vont varier, on va dire, en fonction des particularités qui vont être apportées par les collectivités. Par exemple, récemment, on a contracté avec une collectivité qui a mis des conditions de ressources parce qu'ils étaient complètement en adhésion par rapport aux principes que je vous ai présentés sommairement, mais ça les gênait finalement qu'il y ait des porteurs de projets qui aient tout à fait les moyens d'aller se chercher une ingénierie à titre personnel, et donc ils ont souhaité mettre des critères comme ça. Du coup, ça vient un peu compliquer le processus. Et donc, dans les collectivités, on va dire, où l'accompagnement est le plus direct et le plus fluide par rapport à ce qui a pu être expérimenté initialement et sur lequel on a beaucoup de recul, on est de l'ordre d'un reste à charge collectivité de l'ordre de 5 000 € hors taxe par logement produit. J'ai bien dit par logement produit, c'est-à-dire que la collectivité, encore une fois, elle ne paye que ce qui est produit. Et dans des collectivités qui sont plus petites, avec plus de complexité, peut-être des critères particuliers qui sont mis en œuvre ou des politiques particulières qui sont recherchées, ou également un tout petit territoire où le potentiel de projet il est vraiment plus dur à aller chercher, ça va aller jusqu'à 10 000 € par logement produit, avec en général des 10 000 € hors taxe de reste à charge collectivité, parce que c'est un petit peu long à vous expliquer, mais nous cofinançons on n'aura pas le temps de le faire. Et nous cofinançons ces opérations. Et donc, les déclencheurs, donc il y a une partie du financement qui est déclenchée à l'autorisation d'urbanisme accordée, une partie qui est déclenchée aux travaux commencés et une partie qui est déclenchée lorsque le logement est sur Instagram.